bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Enfin, cet épisode voit le jour. Enfin! J'enchaînais les péripéties avec ma santé, ça a été impossible de sortir cet épisode comme je l'avais prévu, je m'en excuse. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au tarot, un sujet passionnant. Je pense qu'il y a énormément à dire sur les cartes, donc on va déjà commencer par la base. En gros, je vais te parler un peu de l'histoire du tarot, notamment le tarot de Marseille. Et puis on va également aborder ce que tu peux faire avec, quelle est pour moi ma vision, de quelle façon je l'utilise et comment toi aussi tu peux l'utiliser afin de t'en servir comme outil holistique dans ton quotidien et dans tous les domaines. Parce que oui, le tarot, c'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de t'appeler Irma, d'avoir une boule de cristal et de vivre dans une caravane pour tirer les cartes, même si l'idée a l'air super chouette, on ne va pas se mentir. Tu n'as pas besoin non plus d'être médium ou autre pour lire les cartes. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à savoir et à enlever en tant que croyance si elle est présente. Donc tu prends ta croyance, tu la froisses et tu la mets à la poubelle pour ouvrir un nouveau champ des possibles. Et je t'invite aussi à écouter cet épisode jusqu'à la fin, car je t'ai réservé une petite surprise où je te propose une guidance intemporelle où l'on verra le message qui t'est destiné. Tu auras un choix à faire parmi 3 chiffres et cela concernera ton cheminement personnel et spirituel. Je pense que c'est un bon petit programme tout ça, et puis avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Et pense également à me mettre des petites étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et puis n'hésite surtout pas à m'écrire, tu retrouveras mes coordonnées dans les notes de cet épisode, comme les livres que je vais te citer et qui ont servi à la rédaction de cet épisode. Alors qu'est-ce que le tarot ? Je vais parler essentiellement de la base du tarot de Marseille, même s'il en existe d'innombrables comme le Rider-Waite et tant d'autres beaucoup plus modernes, c'est juste pour que tu puisses identifier sa structure et ses origines. Dans tous les cas, de manière générale, la structure du tarot est la même, qu'importe le tarot que tu vas choisir, à l'exception de certains auteurs qui ont parfois rajouté quelques cartes supplémentaires, mais la base, c'est-à-dire les arcanes mineurs et majeurs, ça ne changera jamais. Tu auras bien compris que je n'aborde pas le tarot en tant que jeu de cartes, comme par exemple le tarot français, qui est un jeu se pratiquant à plusieurs joueurs, où là le but c'est en tant que divertissement, comme par exemple la belote, etc. Je pense que tu avais compris, mais je préfère être claire là-dessus parce que je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui ne connaissent pas du tout le tarot en tant qu'outil holistique, de développement personnel et spirituel, voire pour certains divinatoire. Mais j'en reparlerai après pour que tu puisses comprendre la différence. Donc le tarot de Marseille se compose de 78 cartes, que l'on appelle aussi l'âme ou arcane. Donc il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Il est dit que l'intégralité de la création se trouve synthétisée et symbolisée dans les 78 allégories du tarot. Ouh là là, ça me donne des frissons. Une allégorie, ça représente de façon imagée les divers aspects d'une idée. Elle donne vie à une idée abstraite que l'on pourrait également clarifier de métaphores animées. Avant de t'expliquer qu'est-ce que les arcanes majeurs et mineurs, on va remonter un peu à l'origine du tarot de Marseille. Encore aujourd'hui, il reste assez difficile de dater précisément sa création, même si l'on sait que son émergence remonte à plusieurs siècles. Certains historiens parlent de ses origines celtiques, voire même chinoises. On a découvert des images proches du tarot remontant à l'an 1120 qui soulèvent une interrogation tarot et Tao, sagesse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en commun ? C'est la grande question. Il y a des historiens qui remontent même à l'Égypte ancienne, c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire que c'est un outil très mystérieux, initiatique et voire ésotérique. Le tarot n'échappe pas à la règle puisqu'il constitue l'une des manifestations de la connaissance humaine. Quoi qu'il en soit, la première mention du tarot apparaît en Italie, à Florence, fin XIIIe siècle, sous le nom Naibi, dont l'étymologie elle-même, sans doute arabe, est controversée.
Le mot tarot dériverait donc de la province italienne, à moins qu'il ne vienne de rota, qui signifie en espagnol la roue, symbole du destin. Il y a aussi d'autres étymologies du mot tarot, comme en hébreu Torah, qui veut dire loi de Moïse, tarot, o, qui signifie étoile en sanskrit. Il y a également le mot tar, espace, ro, chemin royal en égyptien, et Ora, il parle en latin. Bref, nul ne peut dire l'origine et le créateur du tarot. Cela révèle toute la fascination et les mystères sur l'ancêtre de tous les jeux de cartes. C'est dans sa version francisée qu'advient le nom de tarot de Marseille. Pourquoi Marseille ? Le jeu fut ainsi nommé en hommage au maître quartier marseillais dont la réputation d'excellence à travers le monde n'était plus à faire, hein, l'art à la française quoi. Mais il y a également certaines personnes qui disent que c'est plutôt parce que l'on aurait découvert l'existence d'un jeu de cartes dans les archives d'un notaire qui habitait, tu l'auras deviné, à Marseille. C'est un jeu qui était conservé d'abord secrètement par une élite. Il faudra attendre le 19e siècle pour que le tarot de Marseille soit progressivement connu du grand public. Donc voilà un peu pour son histoire, pour faire assez simple. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que les arcanes majeures et les mineurs. Les arcanes majeures contiennent toute l'étendue de nos expériences humaines qui englobent tous les aspects spirituels de l'être. Ces cartes sont simples à identifier parmi les 78 car ce sont celles où on y retrouve des personnages, des symboles, différentes couleurs et puis elles ont chacune un nom spécifique hormis pour l'arcane sans nom mais que l'on appelle aussi la mort. Les énergies de ces lames épiques renvoient au voyage du fou dans la matière jusqu'à son retour à la source qui est représentée par la carte du monde. Ces 22 cartes forment la base du tarot de 0 à 21. Chaque carte représente une étape vers une plus grande conscience spirituelle. Un arcane majeur évoque les énergies prépondérantes de la lecture. Les arcanes majeures, ce sont vraiment des cartes fortes et puissantes dans ton tirage. Elles vont avoir une information importante. Elles représentent là où tu en es sur ton parcours spirituel, mais également ce qui bloque ou au contraire ta partie plus lumineuse et tes forces. Elle apporte une information prioritaire, tandis que les arcanes mineures vont apporter des informations complémentaires. Le tarot est riche de sens et de symbolique entre le nom de la carte, la numérologie, les couleurs et leur signification, le principe anima animus, donc féminin masculin, les animaux, la manière dont le personnage est placé, vers quelle direction il regarde, comment est son corps, etc. C'est énormément riche et c'est pour ça aussi qu'il peut faire peur à apprendre et qu'on se dit qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent l'aborder, ce qui est encore une fois faux. Il y a une part certes que l'on ne peut négliger lorsqu'on apprend quelque chose, mais même si tu ne connais pas toutes les significations cachées des cartes, ça veut aussi, pour moi, je ne suis pas une experte en décodage de la symbolique de chaque carte, mais par contre, ce que l'on a tous, c'est l'intuition et de la curiosité pour apprendre. Bien entendu que la symbolique va énormément t'aider dans la lecture d'un tirage, mais ce n'est pas une obligation pour commencer. L'apprentissage se fera au fur et à mesure. Il existe beaucoup de livres maintenant sur le sujet et de formations en ligne, et ce dont je t'ai cité dans les notes vont déjà très bien t'aider. Et puis tu remarqueras que tu auras toujours des mots-clés et des définitions générales de chaque arcane, et ce, qu'importe ton jeu, la signification sera toujours la même. Je conseille vraiment de commencer à se familiariser avec les 22 arcanes majeures avant d'incorporer les mineurs. Le fait déjà d'identifier les 22 cartes, de comprendre chacune de leurs significations, leur archétype, ainsi que de tirer seulement avec ces cartes va énormément t'aider lorsque tu débutes. J'avais déjà mentionné 4 arcanes majeures dans l'épisode 2, découvrir son énergie féminine. Tu peux avoir un petit aperçu sur l'impératrice, la grande prêtresse, la lune et l'ermite. Voilà un peu pour les arcanes majeures. On va maintenant aborder les arcanes mineures. Les arcanes mineures nous permettent d'examiner les grands enseignements de la vie quotidienne, que ce soit personnel, matériel, psychique ou intellectuel. Les arcanes mineures se répartissent en 4 éléments: les bâtons, les épées, les coupes, les deniers ou pentacles, composés chacun de 14 cartes allant de l'as au roi.
Chaque carte aura, comme pour les arcanes majeures, un côté ombre et lumière ainsi que son propre message. Je vais te donner de manière synthétisée la grande famille de chacune des suites et il y aura un élément, les domaines qu'ils symbolisent et une notion de psyché que l'on interprète dans le tarot psychologique. On commence par les bâtons. Les bâtons représentent l'élément feu, ce qui va nous rattacher à l'énergie de la créativité, de l'action, des idées, des désirs et de la manifestation. Tout cela nous parle de l'intuition au niveau de la psyché. Ensuite, les coupes tournées vers l'eau et donc cela nous questionne sur les domaines de nos émotions, du relationnel, de l'amour, de la compassion et de l'empathie, ce qui nous lie à nos sentiments. Vient ensuite les épées, éléments de l'air, symbole du mental, de la raison, de la logique, de la communication et des défis, et donc au niveau de la psyché, nos pensées. Pour finir, les deniers ou pentacles, éléments de terre, ils vont représenter le matériel, la santé, les finances, la sécurité et les responsabilités, ce qui nous parle des sensations. Alors, ce qui peut également t'aider si tu aimes, par exemple, l'astrologie, chaque élément est rattaché à un signe, comme par exemple l'eau, ça va être les poissons, les cancers et les scorpions. Ça peut aussi t'aider dans la lecture d'un tirage ou par exemple dans quelle énergie tu te trouves ou s'il y a des personnes de ton entourage qui sont présents. Par exemple, on dit que les valets, les cavaliers, les reines et les rois sont soit une figure que tu incarnes ou quelqu'un, comme je l'ai dit, dans ton entourage qui incarne cette figure, toujours en prenant l'aspect d'ombre et de lumière. Voilà pour les arcanes mineures. Je vais te parler maintenant de deux notions importantes que je vais t'expliquer et qui vont te permettre de choisir ton camp, c'est-à-dire est-ce que tu vas utiliser le tarot à des fins divinatoires ou à des fins psychologiques. Quelle est la différence? L'association entre tarot et voyance est extrêmement forte dans l'imaginaire collectif. La divination pure est pratiquée par des voyants, médiums, comme par des coachs intuitifs. Les cartes sont un support très courant. Ce tarot peut fasciner et inquiéter par sa connotation surnaturelle. La divination a pour but de lire l'échelle du temps, notamment le futur, mais on peut également travailler sur le passé et le présent. La notion de tarot psychologique a été lancée par Alexandro Jodorowsky, qui est un artiste franco-chilien qui a dévoilé cette notion dans son célèbre livre La Voix du tarot, notion qui est moins connue du grand public, mais ça change beaucoup à l'heure actuelle. Il s'agit de couper le tarot de toute idée de divination, de magie, de paranormal, pour le ramener à l'idée très pragmatique d'un travail sur soi au présent. Il y a beaucoup de thérapeutes, dont des psychologues, qui l'utilisent de cette façon pour initier un dialogue avec l'inconscient, et c'est également moi, ma vision. Il y a un excellent ouvrage sur le sujet aussi de Simone Bernot, qui fait aussi partie des pionnières dans ce domaine, où elle base aussi son travail sur la psychologie moderne, et notamment celle de Carl Gustav Jung. Quoi qu'il en soit, cela revient à toi de choisir celui que tu souhaites pratiquer. Ce que tu dois avant tout comprendre, c'est qu'importe la façon dont tu vas utiliser les cartes, que ce soit pour connaître ton avenir ou comme outil de cheminement et de connaissance de soi, le plus important est que tu as toujours le libre arbitre de tes croyances et de tes choix. Tu es le seul maître de ta vie. Rien est absolument figé et il n'y a personne d'autre que toi qui peut décider du déroulement de ta vie. Pour ma part, c'est très délicat de faire de la divination. Je ne dis pas que ce n'est pas possible et que ça ne m'est jamais arrivé, mais le risque est assez grand de te placer dans une sorte de fatalité, surtout si tu es persuadé qu'il n'y a qu'une seule ligne de temps possible. N'oublie pas que tu crées en permanence, donc tu ajustes aussi. Et puis ce qui peut également se passer, c'est que si tu vas lire pour toi personnellement ou quelqu'un d'autre qui va te dire une information qu'on va qualifier de négative, inconsciemment, en fonction de ton vécu, de tes expériences, tu risques d'enregistrer cette information, que tu le veuilles ou non, et en fonction de la conscience que tu vas y apporter ou non, cela peut créer des pensées parasitaires qui au final vont t'amener exactement à ce que l'on t'avait dit. Ça vaut pour du positif aussi, c'est juste tes pensées et émotions qui créent ta réalité et qui vont t'amener à vivre des événements que tu auras créés consciemment, mais majoritairement inconsciemment. Donc je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est délicat. En tout cas pour ma part, le tarot et la manière dont je m'en sers est psychologique, comme je te l'ai dit. Le but est vraiment de créer un dialogue avec soi-même et pousser à la réflexion, mais aussi appuyer sur son intuition qui nous chuchote en permanence ce qui est bon ou non pour nous. On va maintenant conclure avec ta guidance intemporelle. Je te propose un choix à 3 cartes, soit tu choisis le chiffre 1, le chiffre 2 ou le 3. Une guidance qui concerne ton cheminement actuel, où est-ce que tu en es,
et comment tu te sens en ce moment. Peut-être que tu as déjà un chiffre en tête qui est venu par le biais de ton intuition et si ce n'est pas le cas, je t'invite juste à prendre un moment pour revenir à ta respiration, à ton corps, à l'instant présent et à laisser venir un chiffre, ta première pensée, ton intuition. On commence donc par le choix numéro 1, la justice, arcane majeur. On sent que tu es assez déterminé à trancher et à faire le point sur ce que tu ne souhaites plus. Il y a des choses qui n'ont pas été de tout repos pour toi sur plusieurs domaines, mais qui t'ont amené un éclairage assez important. Il y a eu beaucoup de prise de conscience, pas forcément facile, mais nécessaire. Et là, tu as besoin de rétablir ton équilibre personnel et ton bien-être physique et mental. On te demande d'apprendre de toutes tes expériences et de prendre tes engagements et ta responsabilité pour aller de l'avant. Choix numéro 2, ta carte est le pendu, une arcane majeure. Le message, je pense que tu ne vas pas forcément l'apprécier dans le sens où lorsqu'on te dit ça, ça peut avoir un peu tendance à t'agacer, surtout quand c'est pas ta nature, c'est difficile. On te demande de lâcher prise, de prendre un moment de pause pour te retrouver. Cela ne veut pas dire de ne plus être dans l'action, mais c'est surtout de ne plus être à contre-courant ou de nourrir quelque chose qui te vide plus qu'autre chose. Tu as déjà énormément fait, tu peux être fier de toi. Aujourd'hui, souffle et confiance en toi. Et si c'est difficile en ce moment, chaque situation est temporaire. C'est un renouveau qui arrive. Choix numéro 3. Ta carte est le 9 de coupe, une arcane mineure, une magnifique carte. C'est une carte de souhait. Alors je dirais une carte où tu vas vraiment poser des intentions. Tu as déjà manifesté des choses assez conséquentes. Ça vaut dans tous les domaines. Il y a eu des projets, des rencontres, des nouveaux liens, des niveaux de conscience. Il peut aussi avoir une part justement qui ne voit pas tout le travail que tu as déjà accompli. Tu peux ressentir par moments comme si tu n'en avais pas assez fait et que tu n'en fais pas assez. Il t'arrive peut-être d'être souvent insatisfaite, ce qui peut t'amener une certaine rigidité et dureté avec toi-même. N'oublie pas d'être reconnaissant envers toi et ton chemin personnel. Voilà donc pour ta petite guidance, j'espère qu'elle t'a plu. Je serais curieuse et ravie de savoir quel chiffre tu avais choisi. Et si cela te parle, tu peux me le dire directement en me contactant via mes coordonnées ou sur les réseaux. J'espère également que ça t'a donné envie d'explorer un peu plus ce fabuleux outil qu'est le tarot. Je te souhaite une belle introspection et je te dis à très vite. Ciao ciao!